Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour. Ça arrive tranquillement mais sûrement. Eh bien, on va partager le PowerPoint, Valentine, si tu es OK. Hop. Margot, à toi le Super. Donc, je me présente rapidement. Donc, je suis Margot, présidente de ACT, actuellement en première année de master à l'ESSEG à Lille, et Mathieu. Bonjour à tous, Mathieu, exactement pareil que Margot, donc dans la même classe, en M1 Business économique, donc économie internationale, et membre du pôle action d'ACT. Voilà, donc tous les deux, on sera les animateurs de cette conférence. Et celle-ci va démarrer, disons, dans 5 minutes, le temps que tout le monde se connecte bien au lien Zoom. Donc, en attendant, on va vous poser 2 petites questions, histoire de se mettre dans le bain de la conférence. La première... J'ai pas avec toi. Par quoi tu traduis et là, ça comment fait partie justement des choses qu'on a dit tout à l'heure. Couper le micro directement, ce serait parfait pour simplifier l'écoute de tous. Voilà, Mais merci. vas-y, Margot, je te laisse continuer, pardon. Donc, la première question serait, par quoi définiriez-vous, quel est pour vous l'impact social? Pour ça, je vous invite à y répondre dans le chat. On lira vos réponses à voix haute et puis je vous donnerai une petite définition juste après. Voilà. Donc là, le terrain est vôtre, le chat est vôtre. Donc n'hésitez pas, quand on parle d'impact social, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit? Ok. Effet sur les populations, changement d'habitude. D'autres mots qui vous viennent à l'esprit sur lesquels nous pourrions rebondir? Conséquences d'une activité sur la société. Très bien. Sur la société. Effet sur les populations. Aspect humain. Ouais, Oui. Manon dit entraide. Améliorer la qualité de vie de chacun, chacune, dit Monsieur Aurélou qui interviendra, enfin Antoine qui interviendra tout à l'heure. Le fair trade aussi, ouais. Très bien. Est-ce que tu as une définition, Margot, de tout ce qui vient d'être dit? Pour définir très rapidement ce que c'est que l'impact social, on pourrait dire que ça désigne l'ensemble des conséquences d'une activité sur ses parties prenantes ainsi que sur la société. Cette notion, elle est liée à celle de l'intérêt général. Voilà. La deuxième petite question qu'on a envie de vous poser maintenant, parce qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir des intervenants qui ont aussi bien un impact social qu'un impact environnemental, de près ou de loin, indirect ou indirect, et c'est exactement la même. Donc quand on vous dit impact environnemental, quels sont les termes, les impacts, les effets qui vous viennent à l'esprit justement? Encore une fois, le chat est vôtre, n'hésitez pas à mettre n'importe quel mot qui vous passe par la tête, tant que c'est à peu près en lien avec ce qu'on vient de vous poser comme question. Louane nous dit des produits durables. Violette nous dit des émissions carbone. Julie œuvre à réduire la pollution ou produire plus durablement. Très bien. Conséquence d'une activité, nous dit Nicolas. Pénélope nous parle de slow fashion, de réduction des quantités de production. On a aussi l'aménagement du territoire, consommation responsable, économie circulaire. Et forcément, l'impact environnemental, ça a des conséquences sur le climat. Ouais. Très bien. Toutes ces réponses sont des bonnes réponses. Là, dans ce que vous nous dites, il y a aussi bien des solutions, comme par exemple une consommation responsable ou une économie avec un modèle qui est beaucoup plus linéaire et beaucoup plus circulaire, pardon, et beaucoup moins linéaire. On parle aussi de slow fashion. Très bien. Donc, encore une fois, une petite définition pour que tout le monde ait bien le contexte et sache dans quoi nous nous engageons quand nous parlons d'impact social et environnemental. Donc, l'impact environnemental, cette fois-ci, donc cela désigne l'ensemble des changements qualitatifs, quantitatifs et fonctionnels de l'environnement, négatifs ou positifs d'ailleurs, qui sont engendrés par un projet, un processus, bref, une activité humaine. Voilà, donc on vous a parlé d'impact social, on vous a parlé d'impact environnemental. Maintenant que tout le monde est prêt et que nous sommes déjà une petite cinquantaine, eh bien, je vous propose de commencer officiellement, d'ouvrir cette conférence ce soir. C'est parti. Donc, bonjour à tous. On va se représenter rapidement. Donc, Mathieu et moi-même, Margot, serons les deux animateurs de cette conférence. Nous sommes tous les deux en première année de master en économie internationale à l'IESEG, à Lille. Et je suis présidente de l'association ACT. Et Mathieu? Et moi-même, je suis membre du pôle action de cette association. Voilà.
Donc, ACT, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est l'association à dimension écologique de l'IESEG Lille. Et donc, en se basant sur notre volonté d'agir et d'engager l'IESEG dans sa transition écologique, nous proposons divers événements et aussi des alternatives afin d'atteindre la neutralité carbone sur le campus de Lille. Et donc, toute l'équipe ACT est ravie de vous accueillir ce soir pour aller ensemble à la rencontre d'entrepreneurs à impact. Exactement. Maintenant que nous avons la définition des termes, qui nous sommes, rapidement, nous allons vous présenter quelques petites règles qui sont importantes avant de se plonger dans le vif du sujet. Donc, premièrement, ce format est un événement participatif. Donc, ce format est vraiment participatif. Profitez du chat. À la fin, vous aurez même l'occasion d'allumer votre micro et de poser directement vos questions à Antoine, Thibaut et Hubert pour que vous puissiez aller plus en profondeur dans cet échange avec les 3 intervenants qu'on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, pendant malheureusement toute la durée, pour que ce soit mieux pour tout le monde, coupez vos micros. Vous avez l'habitude avec les cours, vous avez l'habitude en général sur les réunions pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de bruit et que ça ne vienne pas déranger la discussion. Et enfin, donc c'est ce que je vous disais un petit peu, mais n'hésitez pas à mettre la caméra une fois que vous interviendrez en fin de session, afin que les intervenants puissent humaniser un petit peu ce rapport et voir qui leur pose des questions qui seront, je l'imagine, je le sais déjà, particulièrement intéressantes. Voilà, ce petit rappel. Merci Mathieu. Maintenant, on va pouvoir commencer cette conférence avec tout d'abord la présentation des intervenants que nous avons la chance d'accueillir parmi nous ce soir. Tout d'abord, Antoine Aurelou, président directeur général de Cool Roof. Donc, le concept, c'est rafraîchir les bâtiments grâce à un revêtement réfléchissant la lumière et qui permet ainsi de limiter les dépenses énergétiques. En parallèle, il est le fondateur de Base of Pyramid Solutions, une association qui promeut des solutions bas carbone dans les marchés en voie de développement. Bonsoir Antoine. Bonsoir, j'ai allumé le micro, merci. Alors, Avec Antoine. Je ne suis pas le PDG, mais c'est très bien comme ça. Oh, très bien, toujours est-il membre de la direction de cette entreprise. On reviendra plus en détail sur ça tout à l'heure. Avec Antoine, nous avons la chance aussi d'accueillir ce soir Hubert Mott, fondateur et entrepreneur de l'Asie et Belt. Vous l'avez peut-être déjà vu à la télévision sur M6, dans le programme Qui va être mon associé. Son idée, donner une seconde vie à des matériaux délaissés en les transformant en une gamme de produits de l'univers de l'habillement. Bonsoir Hubert. Salut à tous. Et enfin, Thibaut Manant, le cofondateur de la Sensei Family et de Papa Outan, qui sont 2 structures complémentaires qui visent à protéger les espèces les plus en danger d'extinction à travers le lancement d'une pâte à tartiner pas comme les autres. Bonsoir Thibaut. Salut. Maintenant que nous vous avons introduit, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur vous, donc sur votre vie et sur vos activités respectives? Antoine, à vous l'honneur, à vous de commencer cette conférence. Oui, bonjour, sur ma vie. Écoutez, vous voyez derrière qu'il fait encore jour, on est complètement à l'ouest. On est dans le Finistère, donc entre Brest et Quimper. Écoutez, ma vie, mon œuvre, non, écoutez, j'ai commencé mon activité professionnelle sur un programme d'accès à l'habitat en Afrique de l'Ouest qui s'appelait la voûte nubienne. J'ai travaillé pendant 8 ans sur ce programme d'entrepreneuriat social. On travaillait sur des toitures en terre, donc des earth roofs. Et j'étais appelé par des amis qui avaient cofondé l'initiative Cool Roof, donc qui veut dire toiture fraîche, donc toujours sur les toits. L'idée étant en fait, de diffuser cette solution qui permet en gros d'apporter une solution passive aux problématiques d'inconfort et de surchauffe dans les bâtiments. Pour le dire en 2 mots, en gros, les bâtiments sont principalement avec des toitures noires ou minérales qui absorbent la chaleur solaire et la transmettent dans le quartier alentour ou à l'intérieur de ces bâtiments. Et malheureusement, on est là dans un cercle vicieux dans lequel on va venir beaucoup climatiser en fait, les bâtiments à cause de ces surchauffes, plutôt que de résoudre la problématique à sa source, qui est que en fait, les bâtiments chauffent d'eux-mêmes à cause du soleil. Et donc l'idée, c'est d'avoir développé en fait, un revêtement réflectif, donc une peinture de couleur blanche. Donc là, je vous montre un petit échantillon. Donc on va couvrir, nous, l'étanchéité noire avec cette solution particulièrement réflective à base notamment de coquilles d'huîtres, qui va en fait éviter que la surface du bâtiment vienne chauffer, en renvoyant 95% en fait, de la chaleur solaire dans l'espace lointain. Donc voilà en 2 mots, et on fait ça depuis 2015 et on travaille en France et aussi à l'international. Pour la petite histoire, on a une aventure très sympathique en périphérie de Dakar avec une population plutôt défavorisée.
Donc, c'est aussi pour ça que je me suis engagé dans cette aventure, c'est pour permettre aux populations les plus vulnérables d'accéder à des solutions de confort de manière écologique. Voilà en 2 mots. Très bien, merci beaucoup. Hubert, Thibaut, à vous le Ouais. micro. Vas-y, j'y vais, avec plaisir. Et ben moi, je m'appelle Hubert Mott, je suis content d'être avec vous là ce soir, même si on est à distance. Moi, je suis dans le Nord et je suis originaire du Nord, mais j'ai bougé un peu quand même entre-temps parce que ça fait du bien de quitter son cocon. J'ai 27 ans, j'étais étudiant dans le quartier Vauban à Lille, dans une école qui s'appelle l'ICAM, une école d'ingénieurs généralistes. Et je l'ai fini fin 2016, cette école. Et je l'ai faite en alternance. Je crois beaucoup enfin, j'aime bien apprendre en faisant concrètement les choses. Et donc ça m'allait bien de faire l'alternance. J'ai travaillé 3 ans chez Decathlon pendant cette alternance dans le développement de produits. J'étais ingénieur produit sur le textile pour les marques de montagne. Donc j'étais basé en Haute-Savoie, à Salanches, je ne sais pas si certains connaissent, à côté de Chamonix. Donc un bon terrain de jeu et un bon moyen aussi d'avoir un premier boulot d'ingénieur. Et puis à la fin de ces 3 années qui m'ont plu chez Decat à faire des produits, au fur et à mesure de cette expérience, je me suis rendu compte que oui, je kiffais mon boulot, je kiffais faire des produits faire des produits et être dans l'innovation de produits, mais j'étais pas fier de l'impact de tout ce système-là. De la grande distrib, entre guillemets, la confection le moins cher possible en grande quantité à l'autre bout du monde. Et donc, je me suis lancé dans une aventure qui s'appelle La Vie est Belle à la suite de ça. Et c'était l'envie, c'était de partir d'être toujours dans ce même métier de créer des produits, mais pour le coup avec un sens, un impact qui me plaît, dont je suis fier, puisqu'on part d'un déchet qui est normalement incinéré, un pneu de vélo, on en fait des ceintures. Et tout ça, ça permet un emploi à des personnes qui sont en situation de handicap. À Tourcoing, Christophe, Gaëtan, Kamel, Stéphane, qui est arrivé il n'y a pas longtemps, et tout ça. Donc, ça permet enfin une confection qui a du bon sens et qui tente de résoudre des problèmes. Donc, c'est pour ça qu'on s'appelle La Vie est Belle, parce qu'on essaie de rendre la vie un peu plus belle avec des ceintures. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Hubert. Et Thibaut pour clôturer ce premier tour de présentation. Alors moi, du coup, c'est Thibaut. Je viens aussi du nord de la France. Là, j'habite à Paris en ce moment, mais là, je suis de retour un peu dans le nord. J'ai fait des études de publicité en Belgique, donc à Tournai. J'ai fait 3 ans d'études. Après, j'ai fini à Paris dans une grosse agence qui s'appelle BETC pendant 1 an. J'ai travaillé pour Ferrero, Air France. Il y avait quoi? Il y avait plein de grosses marques bien qui ont un bon impact sur la société. Au bout d'1 an, je me suis dit que ce n'était pas possible de travailler dans ce milieu-là, donc je suis parti pour découvrir cette fois les startups. Donc j'ai fait 2 ans dans une startup à Paris toujours. Et à la fin de ces 2 ans, je me suis questionné sur ce que je voulais faire un peu de ma vie et je me suis dit que mettre mes compétences de publicité, de branding, je pouvais les mettre au service d'autres choses que juste faire de l'argent ou travailler pour des grosses marques. Donc je me suis mis en tête de créer des produits de grande consommation, comme on les connaît tous, que ce soit des pâtes à tartiner, des sodas ou n'importe quoi, pour soutenir des associations de terrain qui vont avoir un impact concret. Là, le premier produit qu'on a créé, parce que je ne suis pas tout seul, je suis avec Loïc, qui est lui sur toute la partie opérationnelle et qui est ultra important dans tout ce qu'on fait. On est ultra complémentaires et je l'aime beaucoup dans cette aventure, il apporte énormément. Là, notre premier produit, c'est Papa Outan, et notre but avec Papa Outan, c'est de soutenir une asso qui s'appelle Kalawet, qui est en Indonésie et qui rachète la forêt tropicale pour la transformer en réserve naturelle. Donc, gros sujet sur l'huile de palme, et c'est le premier produit d'une longue série, on l'espère. On a fait une première prévente, c'était en septembre, qui a permis de sauver 120 000 mètres carrés de forêt tropicale. C'est une goutte d'eau dans la lutte contre la déforestation, mais on espère qu'on pourra pérenniser les dons qu'on fait à l'association et faire de Papa Outan un nouveau leader de la pâte à tartiner qui préserve au lieu de détruire comme les produits qu'on peut trouver en rayon, en magasin, encore en 2020. Donc voilà.
Merci Thibaut. Vous avez tous les trois de très beaux projets et vous faites partie de très belles entreprises. Vous avez parlé un petit peu de la genèse de vos projets justement. D'où vous est venue l'idée de ces concepts en particulier? Hubert, je te laisse commencer. Ouais, c'était déjà mon métier de créer des produits. Donc c'était un truc que je faisais depuis 3 ans, que de me poser des questions sur comment innover. Et donc, je me suis fixé ce défi qui était de partir d'un déchet, de faire un produit avec, et de faire surtout un produit qui soit utile et qui ait un peu de style au point que les gens soient prêts à l'acheter et à le porter, quoi. Donc c'était ça mon défi. Et pendant 3 mois, je venais de finir mes études, mais j'étais en coloc à Lille et je m'étais fixé ça, de me dire pendant 3 mois, je prototype et j'essaie de trouver une solution à cette problématique qui est de prendre un déchet, de faire un produit cool. Je suis vite tombé sur le pneu parce que c'est un déchet qui est jusqu'à présent pas facile, qu'on a du mal à éviter. Jusqu'à présent, tous nos vélos ont des pneus et toutes nos voitures ont des pneus. Et que c'est une matière qui est compliquée à revaloriser parce que le caoutchouc, c'est un complexe de différentes matières qui fait que ce complexe est cuit et une fois qu'on a un pneu, on ne peut pas refondre et refaire du caoutchouc avec. À la différence d'un plastique ou d'un alu qui est un matériau plus facile à venir retravailler. Donc ça fait qu'en Europe, il y a plus de 10 millions de pneus de vélo qui sont incinérés chaque année parce que comme on ne sait pas trop quoi en foutre de tous ces pneus qui s'usent, et ben ça finit à l'incinération. Donc je suis parti de ce premier gisement de déchets où je me suis dit il y a un vrai besoin de revalorisation sur ce déchet. Et comme on en vient à une ceinture, je voulais faire un produit qui touche le plus grand nombre, donc qui soit mixte idéalement et qui soit également pas trop compliqué à faire parce que je voulais les faire moi-même, ces ceintures, pour démarrer petit avec pas de moyens et beaucoup d'envie. Donc j'aurais aimé faire peut-être un sac à dos, mais je ne suis pas capable de faire un beau sac à dos. En revanche, une ceinture, je m'étais dit que c'était peut-être pas si compliqué à faire. Et donc, je me suis formé au métier de la maroquinerie, un peu tout seul, un peu en allant voir des artisans cuir et autres. Et puis, j'ai connecté tout ça et puis ça a donné un premier produit. D'accord, merci. En tout cas, un très beau projet original, peut-être même plus qu'un sac à dos au final. Je ne sais pas, la ceinture, on n'en parle pas forcément souvent tous les jours, donc je trouve que c'est un super concept très original, au-delà de son impact social et environnemental. Thibaut, tu veux prendre la parole? Ouais. Sur la jeunesse de Papa Outan, déjà Papa Outan là-bas c'était Maman Outan. Donc l'histoire elle est assez simple, c'est que un week-end je rentrais dans le nord chez mes parents et je tombe sur un pot de Nutella pour pas les citer. Et j'étais encore tombé sur, je crois que c'était la vidéo du grand JD sur l'huile de palme. Donc j'avais connaissance de l'impact, mais là ça a remis une couche. J'avais creusé le sujet un peu sur l'huile de palme, justement pour voir un peu, pour creuser, enfin bref. Et en rentrant, du coup, j'en ai parlé avec ma mère. Et un mois plus tard, en revenant, elle avait fait elle-même une pâte à tartiner. Donc, d'où le maman Outan qui est né dans ma tête. Et je me suis dit, OK, cool, peut-être qu'on peut créer nous-mêmes aussi une pâte à tartiner qui soit simple en termes d'ingrédients, qui ne soit pas dégueulasse pour la planète et qui, en plus, pourrait soutenir une asso. Donc bingo, hein, c'est né de là. On a fait une première pétition pour tester le projet, pour voir s'il plaisait aux gens, si l'idée même de créer une pâte à tartiner qui sauve la forêt, ça pouvait résonner chez les gens. On a eu 1500 signatures en une semaine, donc là, avec Loïc, on s'est dit, OK, on est dans la merde, comment on fait maintenant pour co-créer le projet avec les gens. Et voilà, Maman Outan est né. Maman Outan, on a fait une première prévente. On s'est fait attaquer par une grande marque de l'agroalimentaire qui nous a forcé à changer de nom. Parce que le nom Maman Outan, apparemment, enfin le nom Maman, on ne peut pas l'utiliser dans l'agroalimentaire. Il y a un droit de veto sur ce nom. Donc voilà, et maintenant Papa Outan, qui est un nouveau produit. J'ai là d'ailleurs que j'ai à côté, je pourrais montrer le packaging après. Et ouais, l'idée même, elle est venue juste d'une observation comme ça et je sais pas, c'est une fusion d'idées qui a fait qu'à un moment, ça arrivait. Voilà. D'accord, merci. Enfin, du coup, pour finir, Antoine. Oui, avant de parler de la solution
techno, en fait, à la base, pour moi, il y avait notamment une découverte sur. Moi, j'ai passé pas mal de temps au Burkina et en fait, je voyais que même dans des coins qui étaient quand même assez reculés, il y avait des produits qui étaient à disposition, genre des piles, des cigarettes, du Coca-Cola. Et, euh, et en fait, la réflexion, nous, on cherchait à l'époque, donc c'était avant Coolroof, à diffuser une solution d'architecture de terre qui existait depuis des millénaires, hein, les voûtes nubiennes, hein, ça existait en Nubie depuis plus de 2000 ans. Et on voyait tout autour de nous des gens qui dépensaient le peu d'argent qu'ils avaient pour se couvrir de bâtiments en tôle qui n'étaient absolument pas adaptés. Et tout l'argent qu'ils mettaient dans la tôle, ils ne le mettaient pas dans l'éducation, la santé, etc. Et donc la réflexion qu'on a eue, c'était de se dire, enfin que moi j'ai eu c'était de me dire, mais finalement, mais comment est-ce que il se fait qu'on ait des produits qui ne sont pas forcément ultra nécessaires, comme on dit en ce moment, comme du Coca-Cola ou des cigarettes qu'on arrive à avoir dans le fin fond de la brousse, euh, et on n'a pas d'eau potable, on n'a pas de moyens d'assainissement de base, etc. Et c'est là que vient l'idée du bottom-of pyramide, en fait, qui est quelque chose qui a été théorisé par Prahalad il y a déjà bien longtemps. Et ça m'a amené aux États-Unis, notamment à la Banque mondiale, où j'ai rencontré des gars qui avaient développé une peinture blanche pour aller peindre les glaciers. Et ils peignaient les glaciers au Pérou, c'est des Péruviens. Bon, alors, les Péruviens eux-mêmes étaient accompagnés là, par un Américain du MIT. Bon, ils fumaient pas mal de substances illicites, mais ils étaient assez malins et ils avaient décidé de peindre. C'était vraiment un peu particulier, quoi. Ils peignaient les glaciers qui avaient fondu, donc en fait les roches noires en blanc, et pour permettre aux glaciers de se régénérer. Donc là, c'est la première fois que j'ai entendu parler de ces solutions, de ce qu'on appelle le ground-based albedo modification, comme on le dit dans le GIEC, pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait finalement s'adapter aux surchauffes, autrement qu'en travaillant uniquement sur les gaz à effet de serre. Bref, et après l'histoire de Koolroof arrive par différentes rencontres, et notamment Ronan Karadec, Roland Soun et Frédéric Lachèvre, qui eux-mêmes, au même moment, ici juste à côté de chez moi à Brest, en fait, étaient partis d'un besoin beaucoup plus on va dire trivial, qui était qu'on avait une toiture de supermarché, un Leclerc pour ne pas le citer, qui avait des problématiques de fuite. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, l'étanchéité qui couvrait ce bâtiment était faite de bitume noir et que ce bitume était agressé par le rayonnement solaire et venait monter en température et se craqueler et se fissurer. Et donc, au-delà de l'aspect pénétration de chaleur dans le bâtiment qui génère des consommations de clim, même dans le Finistère où il ne fait pas si chaud, on avait aussi des problématiques d'étanchéité, de dégradation en fait, d'un certain nombre de choses liées en fait, à l'échauffement solaire. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée d'utiliser cette peinture blanche qui elle-même avait été premièrement développée par la NASA à la fin des années 90 pour protéger les navettes spatiales lors de leur entrée dans l'atmosphère. Et donc d'utiliser de la peinture blanche, bon, c'est quelque chose de plus technique un peu que la peinture blanche simplement, et qu'on peut voir aussi sur le pourtour méditerranéen. Mais donc l'idée, c'est pas tant d'avoir la solution technique, puisque finalement peindre des villages en blanc comme on le fait en Grèce ou dans le pourtour méditerranéen, ça existe déjà, mais de se dire finalement, mais quels sont les leviers pour permettre à ces solutions techniques d'être diffusées le plus vite possible pour le plus grand nombre. Et c'est ça, moi, qui est finalement mon domaine d'expertise. Et c'est là-dessus, je pense on a aujourd'hui quasiment toutes les solutions techniques possibles pour répondre aux besoins essentiels de la population mondiale. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour les diffuser le plus vite possible pour le plus grand nombre d'une manière abordable. D'accord, très bien. Là, à chaque fois, vous avez introduit vos concepts qui viennent d'horizons divers et variés. Mais pour que ce concept voit le jour, donc pour qu'on passe de l'idée qui est née dans votre esprit à la mise en place justement de cette idée et à la création d'un projet, il y a certainement dû y avoir une sorte d'enchaînement d'innovation. Hubert, d'ailleurs, tu l'as déjà mentionné en parlant du fait que ton ancien travail était déjà d'essayer d'apporter des petites innovations au quotidien au sein de Decathlon. Et donc, j'imagine que ça a été exactement la même chose pour la vieille Belt. Donc, ces innovations, qu'elles soient techniques, comme par exemple la coquille de Ritz, cette fois-ci pour Coolroof, systémique ou organisationnelle, quels ont été les vôtres? Donc, par quel chaînon d'innovation vous avez réussi à vous démarquer et à faire en sorte que vous soyez autosuffisant et que votre concept marche? Thibaut, par exemple, si tu as envie de commencer sur cette question-là. Mhm. Euh, Grande Nous, en fait, question. c'est une question un peu difficile pour nous parce que notre produit, on est revenu sur, si on parle de produit pur et dur, la recette, c'est moi qui l'ai formulée.
Et moi, j'ai aucune formation en agroalimentaire, hein. J'étais dans ma cuisine, j'ai acheté des noisettes, du cacao et du sucre, et je me suis dit, OK, comment on fait une pâte à tartiner avec ça? Et donc, au final, en fait, on est revenu à un truc très simple de 3 ingrédients, ce qui est à la base d'une pâte à tartiner. Donc, en fait, l'innovation pour nous, c'est un peu de revenir en arrière pour créer le produit le plus simple possible. Donc, c'est un peu contre-intuitif. Là où dans l'agroalimentaire, ils vont bourrer les produits de plein d'huile, de plein d'additifs, d'arômes et de choses pas très bonnes pour nous et pour la planète. Nous, on a décidé de tout enlever pour garder que l'essentiel. Euh, la seule innovation, peut-être pour nous, enfin, en tout cas, une des grosses innovations, c'est qu'on a et on bénéficie toujours d'un gros effet de communication grâce aux réseaux sociaux parce qu'on peut communiquer et réunir une communauté autour de nous facilement. Un truc qu'on n'aurait peut-être pas pu faire, je sais pas, il y a 10 ans ou en tout cas qui était plus difficile. Donc, en fait, en termes d'innovation, c'est très, ouais, c'est très axé, nous, sur la manière dont on va promouvoir le produit. Sinon, pour le produit en lui-même, ouais, c'est de l'agroalimentaire. Du coup, on est un peu revenu à la base, quoi. D'accord, très bien. On peut aussi parler, je pense, peut-être d'innovation dans le but premier, en fait, c'est de générer du profit pour cette cause-là. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'innovation aussi dans la façon de Oui, c'est vrai penser. qu'on repense la manière de faire des dons parce que, Ouais. ouais, il y a un truc qui est très simple, hein. Quand on prend, par exemple, le marché de la grande distribution, je crois que c'est sur l'année 2018, en tout cas par an, je crois que c'est en 2018, c'est 190 milliards de chiffre d'affaires dans la grande distribution rien qu'en France. À côté de ça, il y a plein d'associations, des petites associations qu'on ne connaît pas forcément, qui, eux, ont des revenus qui sont très irréguliers, qui manquent d'argent. Depuis le Covid, encore plus, parce que maintenant, les dons sont redirigés vers les systèmes de santé. Euh, et en fait, le lien, quand on le fait, il est très simple. Pourquoi pas prendre l'argent de la grande distrib et le mettre dans des assos qui galèrent au quotidien et qui vont avoir un impact de ouf sur le terrain. Donc voilà, le modèle à chaque fois, c'est pas juste de créer des marques ou des produits, c'est vraiment de créer un produit qui va pouvoir soutenir une asso concrètement sur le terrain et à terme de devenir une source de revenus stable. Demain, en fait, on a envie que nos produits puissent apporter assez d'argent à l'asso pour qu'elle puisse étendre ses actions. Et c'est un modèle qui existe déjà, mais que nous, on pousse beaucoup plus loin parce qu'on est vraiment très, très proche de l'association. On est vraiment partenaire. C'est un produit qui est lié à vie à l'association et ça ne changera jamais. Papa Autant, il est né pour Cacahuètes et il n'est pas né, enfin, on ne va pas donner notre argent à une autre asso. Donc voilà, on a pris un secteur où le chiffre d'affaires il est prévisible, on peut prévoir les ventes d'une année sur l'autre et on l'a appliqué au monde associatif. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question sur Non, si, c'est l'innovation. totalement ça. C'est repenser aussi, rendre autonome cette initiative associative en lui amenant des fonds perpétuellement avec une idée qui est à part, qui n'est pas une innovation en soi, mais c'est le lien entre les deux qui peut être innovant, justement. Parlons maintenant un petit peu plus d'innovation technique, je suppose. Donc, du côté de la vie est belle et du côté de Coolroof, quels sont les vôtres, justement, quel est le cœur de vos innovations? Quels sont le cœur de vos innovations? Hubert, Ouais, Hubert. yes. Euh, au démarrage, j'avais pas, enfin, j'avais pas comme premier objectif que d'innover, quoi. Je voulais juste continuer mon métier avec un sens qui me convienne, avec plus d'alignement finalement. Mais finalement, ce qu'on pourrait appeler innovation, ce serait peut-être de traiter un déchet comme une matière première. Mais tout le monde, enfin, il y en a déjà énormément qui le font. Moi, je crois que c'est un schéma qui est vertueux et qui devrait être la norme, ce qu'on peut appeler l'économie circulaire. Pour moi, il doit être la norme alliée à essayer de réduire nos déchets et quand bien même il y en a, essayer d'en faire une matière première. Et les deux ensemble, et pour moi, ça, c'est une solution. Mais ouais, je pense que l'innovation, ça a été de fonder une marque uniquement en partant de déchets et en vidant des déchetteries. Tout ça en permettant et en cherchant à travailler avec des personnes que trop peu de gens cherchent à embaucher finalement, parce que des personnes en situation de handicap, il n'y en a jamais eu autant au chômage. Ils sont plus de 500 000, ils étaient 2 fois moins il y a moins de 10 ans. Et
et qu'il y a un vrai besoin là-dedans d'entreprises qui s'intéressent à ce type de public. Parce qu'être fragilisé par la vie, c'est déjà dur à vivre. Et donc, derrière, c'est quand même cool au moins avoir un boulot et se sentir utile dans une société et d'avoir un salaire aussi. Donc, ouais, alors, ouais, notre envie d'innover, c'est d'apporter de construire un schéma vertueux et qui soit économiquement viable. C'est vrai que dans la tête de beaucoup de gens traditionnels, c'est les entreprises qui détruisent et les assos qui se bougent le cul et qui ne gagnent pas un euro. Tu vois. Et ça non plus, ce n'est pas une solution, je trouve. Je pense qu'il est enfin temps de repenser nos schémas d'entreprise pour qu'elles soient vraiment actrices d'un monde meilleur et qu'elles essayent de l'être. Et voilà. Donc, c'était ça nos envies. Ouais. Très bien. Enfin, mon envie, mais désormais, on est 4 dans l'équipe. Ouais. Très bien. 4 à plein temps? On est 3 à plein temps et un apprenti, donc salarié de la Viebelt, et on permet 6 emplois de confection dans 2 ateliers partenaires qui sont solidaires, à Roubaix et à Tourcoing. Donc, les personnes qui confectionnent ne sont pas nos salariés directs, ce sont les salariés d'ateliers qui ont des vocations solidaires et on est en partenariat. Donc, on apporte de l'outillage. Moi, j'ai formé les salariés et on se débrouille pour leur fournir toute la matière nécessaire et eux, ils nous produisent des produits. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup Hubert. Et enfin Antoine, vis-à-vis des innovations qui sont propres à Coolroof? Spécifiquement, en fait, je pense que la façon dont ça a été pris, c'est que d'abord, il y a eu surtout en fait un démonstrateur grandeur réelle, quoi. Ça, finalement, le prototypage, je pense que dans le processus d'innovation, il est fondamental. Donc, effectivement, ça a pris pas mal de temps parce que techniquement, c'était pas forcément hyper simple d'avoir, même si c'est simple à décrire, de dire on peint un toit en blanc, il fallait quand même que ça tienne le coup. Donc, la première formulation, bon, elle n'était pas à base de coquilles d'huîtres, mais en fait, elle avait le mérite d'exister, d'être instrumentée. Et en fait, on a pu documenter un peu scientifiquement les effets que ça pouvait avoir. Et après, une fois que finalement on avait quand même un premier démonstrateur qui était suffisamment robuste, je veux dire, la différence par rapport à un grand groupe, c'est qu'un grand groupe va mettre beaucoup de temps finalement avant de valider une innovation, etc., de s'assurer que tout passe par les fourches codines en tout cas dans le monde du bâtiment, d'un comité scientifique et technique, d'ailleurs très très français, où c'est très compliqué, etc. Et nous, en fait, directement, on a attaqué sur la viralité avec un discours qui était ultra simple, pas trop rentrer dans le détail de ce qu'il y avait dans la peinture, mais surtout des effets que ça pouvait avoir. Donc ça, c'est le premier point démonstrateur. Deuxième point, un effet de viralité en termes de communication, en se disant finalement, on a démontré quelque chose et on fait témoigner la personne qui en a bénéficié de manière très simple. Avant, j'avais chaud, maintenant, j'ai plus chaud. Et en fait, ça paraît ridicule, mais aujourd'hui, j'ai même dans mon équipe des gens qui sont des spécialistes de la communication, mais la personne qui a eu le plus de viralité cette année, c'est un de mes applicateurs qui est juste, c'est un gars de terrain qui travaille avec la main, mais qui a fait une petite vidéo avec son téléphone portable et qui a eu plus de 60 000 vues sur LinkedIn avec cette petite vidéo qui montre juste avant-après. Cette viralité sur la simplicité, parce que sinon c'est plein de grands discours, etc., ça ennuie beaucoup de monde. Et je vous parle d'une viralité sur LinkedIn, quoi. Je ne vous parle pas d'une viralité sur TikTok ou sur Facebook, quoi. Et d'un truc très, très basique. Et des fois, en fait, la simplicité, les gens, en fait, ils aiment, c'est assez naturel. L'homme aime se simplifier la vie. Et donc, quand on raconte quelque chose de simple, c'est plus facile de se dire, tiens, eux, ils sont intéressants. Pour une fois, je n'ai pas des ingés qui me racontent des trucs où je ne comprends rien. Et aussi, derrière, finalement, on ne vend pas un produit, mais on se dit, on vend plutôt un service dans le sens où vous avez une problématique de surchauffe. Je ne vous vends pas mon produit, je vous vends une solution à la problématique de surchauffe. Et donc, nous, Coolroof, certes, on a un business model qui s'appuie sur un gisement important, on travaille avec la grande distribution, etc. Et c'est vrai que les gens qui nous payent au quotidien, c'est plutôt des gens qui ont des moyens. Comment dire, on ne leur vend pas forcément de prime abord en fait, la solution technique. On leur dit, vous avez un problème, on l'identifie et ensemble, on vous accompagne. Et parfois, on va vous dire, non, en fait, il ne faut pas peindre votre toit en blanc, il suffit juste d'ouvrir vos fenêtres le soir et de les fermer le matin, et puis ça marchera. Donc, on ne cherche pas forcément à vendre non plus. Et ça aussi, ça nous permet de retomber un peu sur nos pattes quand même en termes d'impact social et environnemental, puisque finalement, on a modifié nos statuts, on est avec des statuts d'économie sociale et solidaire.
Et alors, c'est un peu l'effet, comment est-ce qu'on appelle ça, le trickle-down effect, quoi, l'effet de ruissellement, où moi, j'y crois pas trop, mais évidemment, bah, plus on travaille avec de la grande distribution, finalement, plus on va peut-être gagner des sous, mais l'impact social, il est moins évident à calculer. Quel est l'effet rebond d'une économie d'énergie? Est-ce qu'on a un vrai problème énergétique? Est-ce qu'il n'est pas climatique? Est-ce qu'il n'y a pas de l'effet rebond? Les économies qu'on va permettre à un adhérent de grande surface, bah, peut-être qu'il va le mettre ailleurs dans de la pub pour vendre des produits. Donc, l'effet de satisfaire notre objet social d'intérêt général, c'est de se dire, bah, nous, on utilise quand même et on réinvestit, notamment pour développer des produits de plus en plus écologiques, mais aussi pour les travailler auprès des populations les plus vulnérables, soit en leur faisant cadeau, soit en faisant des prix plus intéressants, et surtout en se disant, bah, finalement, par exemple, c'est ce qu'on fait au Sénégal, on va plutôt vendre à des organisations internationales l'idée qu'on peut permettre à des populations locales de développer leurs propres solutions technologiques. Et là, on passe plutôt sur un mode bureau d'études que fournisseur de solutions techniques pour la technique, quoi. Voilà en 2 mots. Très bien, D'accord. merci beaucoup Antoine. Petite question. Thibaut, est-ce que tu valides le processus de viralité qui a été décrit par Antoine, toi expert de communication qui a travaillé notamment chez BETC? Euh, bah, oui, en vrai, c'est très. C'est marrant ce que tu dis, Antoine, avec le fait que c'est peut-être un mec qui a fait une petite vidéo et qu'au final, c'est lui qui a eu le plus gros effet. C'est que c'est. Enfin, la viralité en termes de com, c'est un truc qu'on contrôle pas trop et qui est assez volatile, quoi. Si tu cherches à tout prix à être viral, je pense que c'est le meilleur moyen pour pas le devenir. Euh, mais oui, c'est clair. En fait, nous aussi, on mise sur cet effet-là et c'est les gens aujourd'hui qui font que ça marche. Nous, on est content d'avoir une communauté qui soit autour de nous et qui nous soutienne. On a un groupe WhatsApp avec qui on parle régulièrement, on connaît les gens personnellement, on les a appelés. Enfin bref, en fait, la viralité, c'est juste qu'à un moment, il y a des gens qui ont pris une idée, qui se l'approprient et qui en font quelque chose de plus grand que ce qu'elle est. Donc ouais, carrément. Oui, c'est ce qui a été décrit par Antoine, le fait que la vidéo la plus virale a été en fait celle qui a été la moins calculée, avec la personne qui poste son ressenti avant-après l'installation de la solution Coolroof. Tout à fait. Margot, je te laisse continuer. Oui, merci. Vous avez un peu devancé ma prochaine question, mais on va quand même en parler un peu plus, de manière un peu plus approfondie. Donc, pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, et pourquoi beaucoup de personnes sont sûrement là ce soir, quels impacts positifs, qu'ils soient sociaux ou environnementaux, engendrent vos activités respectives? Est-ce que vous arrivez à les mesurer et si oui, comment vous y parvenez? Antoine, si tu veux commencer. Alors, la mesure de l'impact social, ça me passionne. Ça fait des années que je travaille sur ces questions-là, avant Coolroof. Alors, on a commencé direct sur déjà un calcul de bilan carbone sur la première réalisation qu'on avait faite. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas très intéressant, mais effectivement, nous, on essaie même, on a un bureau d'études ici qui, avant tout projet, cherche quand même à calculer. Et on a des gens qui sont plutôt jeunes et très passionnés et très militants d'ailleurs, donc ils se font un malin plaisir à aller tout calculer en se disant, bon, c'est sympa de faire ce projet-là, sauf que c'est hyper loin, vous allez y aller comment? En avion, d'accord, on va devoir produire et fabriquer et transporter la peinture, et tout ça, ça va générer quoi comme économie de kilowattheure? Et alors, on le fait ou on ne le fait pas? Donc, c'est un calcul un peu savant de se dire sur la durée de vie qu'on va permettre de générer, sur l'augmentation de la durée de vie de l'étanchéité, son non-remplacement, etc. Donc, sur l'impact environnemental, c'est un sujet déjà sur le bilan carbone et en plus sur l'analyse de cycle de vie. Alors après, bah, ça passe là, par exemple, sur de l'investissement, sur des logiciels d'analyse de cycle de vie. Et on se retrouve un peu dans des systèmes un peu ubuesques dans lesquels la réglementation nous oblige, par exemple, à avoir aujourd'hui, hein, dans la nouvelle réglementation énergétique, bah, quand vous voulez construire un bâtiment, vous êtes obligé d'avoir des fiches déclaratives environnementales et sanitaires. Et donc, les fournisseurs de matériaux doivent fournir cette fiche-là. Et on se retrouve dans la situation dans laquelle, ben, nous, quand on va voir les producteurs, ceux qui récupèrent des coquilles d'huîtres, par exemple, limite, ils nous insultent hein, en disant « Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je te donne une analyse de quoi On est quand même avec des gens qui ont autre chose à faire que d'aller faire des analyses sur leur coquille d'huître pour démontrer qu'elles n'ont pas fait 5 fois le tour du monde versus en fait des majors qui font des isolants qui sont
plutôt assez chargés en poids carbone et qui, eux, très simplement réussissent un peu à tirer toutes les ficelles et à avoir des fiches de données qu'ils maîtrisent parfaitement. Et voilà, donc on est un peu dans un système dans lequel nous, on mesure cet impact-là et on fait aussi appel un peu au bon sens de nos interlocuteurs qui nous le demandent. On a des demandes aussi sur, par exemple, beaucoup dans les mairies, sur, par exemple, les analyses de pluviométrie. Est-ce que, par exemple, quand la pluie glisse sur le toit, ça va venir capter un peu de la peinture, ça va se décrocher, tout ça, c'est intéressant. Et sur l'impact social, aujourd'hui, on n'a pas d'outils spécifiques pour mesurer l'impact social de la solution. On regarde surtout le nombre d'emplois qui peuvent être créés directement ou indirectement, mais sans avoir, pour l'instant en tout cas, poussé sur un outil de mesure d'impact social qui soit ultra performant, quoi. D'accord, merci. Hubert, je te laisse la parole. Ouais, carrément. Nous, on a deux grands chiffres, c'est la quantité de matière qu'on a revalorisée et puis le nombre d'emplois que ça a permis. Et donc, jusqu'à présent, on a passé le cap des 5 tonnes de caoutchouc revalorisé et plus d'1 tonne de draps et de couettes, donc de coton. Parce que j'en ai pas encore parlé, mais depuis 1 an, on a élargi la gamme et on fait des caleçons avec du linge de maison en seconde main en partenariat avec Le Relais. Donc voilà, 5 tonnes de caoutchouc, 1 tonne de coton, tout ça, c'était de la matière déjà existante en fait, et on en a fait des nouveaux produits. Et ça a permis l'emploi de 6 personnes en confection, donc 4 en situation de handicap sur les ceintures et 2 sur la couture. Pour l'instant, on est avec un autre atelier à Roubaix qui emploie, des personnes qui veulent se reformer à la confection textile. Donc voilà, c'est nos 2 grands chiffres. Après, je pense qu'aussi on a un rôle dans sensibiliser les gens et montrer qu'on peut faire autrement. Montrer à des grosses boîtes comme Decat, parce qu'on bosse avec eux, avec Michelin, avec d'autres grosses entreprises qui font du pneu ou qui vendent des pneus de vélo, qu'on peut revaloriser cette matière, qu'on peut arrêter d'incinérer tous les rebuts de prod qu'ils ont chaque année. Et on essaie à notre échelle de faire changer les mentalités et de montrer que c'est possible. Là, c'est plus compliqué de mesurer on touche combien de personnes. Mais quand on a un message d'une personne qui dit vous m'avez donné envie de me bouger et j'ai quitté mon job et là, je me lance dans l'entrepreneuriat social, ça fait chaud au cœur. Et ça aussi, c'est notre impact, je pense. C'est ça, je pense qu'il y a des impacts sociaux et environnementaux directs dans vos projets, mais il y a aussi, comme tu disais Hubert, un impact indirect par le biais de cette pensée que tu véhicules, qui fait que voilà, une nouvelle manière de consommer et aussi d'organiser toute sa vie, sa manière de penser est aujourd'hui possible, a toujours été possible, mais aujourd'hui bien en train de s'ancrer dans les nouvelles mentalités. Et c'est ça aussi qui est important dans vos projets. Du coup, Thibaut, est-ce que tu veux continuer? Ouais. Déjà, petit message pour Hubert. Ouais, c'est vrai que ta dernière affirmation est vraie. D'ailleurs, toi, tu m'as inspiré pour me lancer, donc bien joué à Cool. toi. Trop bien. Mais Merci. ouais, l'impact de Papa Outan, déjà pour reprendre un peu le truc à la base, c'est qu'il faut comprendre Papa Outan, ça sauve la forêt, mais il faut comprendre pourquoi l'association Calaouet qu'on soutient déjà veut ou doit sauver la forêt. En Indonésie, ce qui se passe, c'est que toutes les minutes, il y a un terrain de football qui est déforesté. Les conséquences sociales, c'est que avec l'huile de palme, c'est que dans les champs d'huile de palme, même chez des producteurs certifiés durables, responsables, il y a des enfants qui vont travailler, qui vont être contraints de travailler. Les feux de forêt en 2015, désolé de balancer tous ces chiffres, mais au moins après je les ai lancés, c'est fini. Il y a 200 000 morts prématurés sur l'année 2015 juste à cause des feux de forêt. Et on connaît aussi tout ce chiffre, en tout cas beaucoup le connaissent, mais sur les orang-outans aussi qui disparaissent. Donc nous, le but avec Papa Outan, c'est que l'impact il soit concret sur le terrain en Indonésie, en faisant en sorte qu'un sachet de Papa Outan, ça permet de protéger 10 mètres carrés de forêt. Ce chiffre il va sûrement diminuer avec le temps parce qu'on aura les contraintes de la grande distribution, mais globalement, on veut toujours pouvoir mesurer l'impact qu'a un produit qu'on va créer. Donc là, en l'occurrence, c'est un sachet égale un nombre précis de mètres carrés qui est sauvé.
Et tout ça, c'est très quantifiable et nous, on se force à chaque fois à tout prouver parce qu'on peut avoir beaucoup de gens qui nous disent oui, mais c'est pas possible. Est-ce que vous avez des preuves? Donc, régulièrement, on communique sur les dons qu'on fait. On est ultra transparent sur tout ça, quoi. Donc, voilà. Très bien. Qui dit activité dit impact positif, surtout si ça fait partie de vos missions, de vos structures, de vos visions de l'aventure entrepreneuriale. Malheureusement, chaque action ayant une conséquence, j'imagine que votre activité génère aussi des externalités qui sont négatives. Et donc, si vous en avez, comment est-ce que vous faites pour les identifier et tenter de les gommer petit à petit? Hubert, si ça te dit, pour commencer sur cette question. Ouais, dans la construction de nos process, on essaie d'être le plus cohérent possible. Mais je suis d'accord avec toi. Enfin, rien que vivre au quotidien, même si on veut être le plus zéro déchet du monde, il y a toujours un impact. Ouais, on essaie d'être le plus cohérent et ça va jusqu'à dans nos enveloppes. Tu vois, elles sont faites chez Pocheco. C'est une boîte qui a été mise en lumière dans le film Demain de Mélanie Laurent et Cyril Dion. C'est une boîte qui est à 9 km de notre atelier, à côté de Roubaix, qui est une usine zéro déchet, qui fait des enveloppes, qui sont compostables, qui sont locales avec de l'encre à l'eau et compagnie. Notre emballage, il est minimaliste, c'est un bout de chambre à air récupéré avec une petite cartonnette en papier recyclé. On bosse avec une boîte d'insertion pour la collecte, pour le transport, une boîte qui s'appelle Main Forte, qui est en Hauts-de-France. Notre blanchisserie qui lave tous les draps de seconde main, c'est un ESAT, donc c'est des personnes en situation de handicap, qui font avec des produits écossaires. Enfin, on essaie d'être le plus raccord de partout, et histoire d'être cohérent aussi dans ce qu'on fait. Et voilà, que te dire de plus? Je sais pas, on fait de notre mieux, quoi. Ah non, mais bien sûr, mais c'est-à-dire que là, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que vous avez, dès le départ, c'est-à-dire que donc tu as parlé de processus, chaque processus, donc chaque façon de procéder au sein de votre structure, dès le départ, vous essayez de faire en sorte qu'il y ait un impact qui soit maximal si c'est une externalité positive, soit minimal si c'est une externalité négative, et ça va jusque dans vos enveloppes. Donc on voit que la réflexion, c'est pas juste le core business en fait qui est impacté, c'est vraiment toute la démarche qui va autour et qui essaie d'asseoir une certaine cohérence tout au long de la chaîne de valeur. Donc Ouais, non, non. Top. carrément. Mais tu vois, il y a un sujet aussi, alors je sais pas ce que vous en pensez, Thibaut, Antoine, mais nous, on a décidé de ne pas faire de pub sur Facebook et Instagram. Parce que Ouais. ça nous fait chier de filer des thunes à des GAFA avec tous les impacts que ça peut avoir. Mais ça n'empêche que ne pas être sur Facebook et Instagram, c'est compliqué de faire sans eux. Donc, on a des pages, on publie, on est actif et on essaie de tirer les bons côtés de ces réseaux sociaux pour nous faire connaître, pour montrer nos solutions et avoir un max d'impact. Maintenant, mais on ne finance pas, on ne met pas de pub financée et on essaie de faire sans. Tu vois. Voilà, on essaie de faire des choix avec ce qu'on peut faire, quoi. Oui, tout à fait. Bah, en tout cas, ça marche bien sur ta page Instagram qui compte plusieurs milliers, si je ne dis pas même plusieurs dizaines de milliers. Donc, malgré le fait d'être totalement autonome dans son développement et pas essayer de le booster, ça marche particulièrement bien pour vous. Des réactions, Antoine, Thibaut, vis-à-vis de le rapport avec les réseaux sociaux et aussi ce que ça veut dire que de les financer? Ouais. Vas-y, Antoine, comme tu veux. Tu peux... Non, moi je dirais que c'est vrai que bah, nous on a un peu choisi nos combats, quoi, donc c'est malheureux, mais je- non, non, je veux dire, on a toute la catastrophe possible, hein. Ah si, on n'utilise pas Amazon, ça c'est vrai, on a trouvé d'autres solutions. Ça vraiment, on est anti-Amazon, Mhm. sauf pour les pains de leur toit, évidemment. Parce que bah, on essaie de mettre un peu des pansements sur ces gros pollueurs. Mais non, non, par contre, on utilise malheureusement des outils informatiques qui sont pas, voilà, qui sont pas forcément du Linux, de l'open source, même si on tente et on est tous des militants à l'intérieur de la boîte, mais ouais, on est voilà, on est sur Slack, on est sur iPhone, quelques Mac qui traînent. Les pubs sur Facebook, c'est pas par militantisme qu'on le fait pas, c'est parce que ça sert pas à grand chose, à part à ramener des trolls. Donc c'est assez drôle, mais bon, ça se limite là.
Non, non, vraiment plus, enfin, sur les externalités, nous, c'était vraiment des sujets. En fait, la question, en fait, qu'est-ce qui va faire en fait qu'on va avoir des fortes. Par exemple, quand on pense à la peinture, on peut se dire, tiens, bah, ce serait super intéressant de travailler sur les pigments de TiO2. Ben oui, par exemple, on a du dioxyde de titane qui sert à faire du blanc. Aujourd'hui, les plus grands chimistes mondiaux savent qu'il y a un gros problème avec le dioxyde de titane, etc. Quand on regarde le poids réel environnemental du dioxyde de titane dans la peinture qui elle-même bah, l'enferme, hein, c'est pas comme si vous le mangiez, hein, c'est un truc qui est enfermé en fait dans la peinture. On travaille effectivement sur cette question des pigments, mais en fait le poids des charges était beaucoup plus important en termes d'impact environnemental. Donc on a pu se dire, tiens, machinalement, tiens, c'est là-dessus qu'il faut travailler, le TiO2, sachant que les plus grands chimistes mondiaux cherchent des solutions, et nous, petits grains de sable dans le fin fond du Finistère, ça aurait été bien compliqué pour nous de trouver une alternative, même si finalement on travaille avec des étudiants d'ailleurs de l'ITEC sur des alternatives, en se disant, bah, effectivement, peut-être qu'on va perdre un petit peu en performance, on ne va pas être à 95% de réflectivité, mais à 92%, mais en fait, on s'en fiche un peu, quoi. C'est pas forcément là que ça se joue la différence. Donc effectivement, on pourrait travailler sur les pigments. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur les charges, en se disant, mais finalement, pourquoi aller dans des carrières chercher du carbonate de calcium alors que finalement, on essaie de détruire des huîtres ou de les remettre dans l'eau, etc. Et on les produit et finalement, on a ça. L'autre question, c'était sur les chantiers. On avait beaucoup de pots. Bon, par exemple, des pots en plastique au démarrage, quand les premières fabrications ont été faites. Bah, après, on est passé avec des pots en métal réutilisables. Et puis après, on s'est dit, mais en fait, on a beaucoup de pots et on est passé avec des fûts qu'on laisse au bas des chantiers, tout simplement, quelque part, qui peuvent être après réutilisés. Et en fait, c'est là-dessus qu'on avait surtout le plus d'impact. Et c'est vrai que du coup, bah, on se concentre sur ce sur quoi on a le plus d'impact. Et finalement, on essaie nous-mêmes de ne pas trop se polluer nous-mêmes avec quelque part des petites choses qui peut-être seraient très très complexes à mettre en œuvre ou qui embêteraient la vie de tous les jours. Même si on sait bien qu'il n'y a pas de, on doit pas pouvoir, on ne devrait pas avoir des choix par rapport aux engagements. Moi, je ne suis pas forcément pour ça, mais voilà, voilà comment on fonctionne. En tout cas, on a dû malheureusement en faire. Très bien. Donc, Hubert a parlé de cohérence. Antoine vient de parler un petit peu de choisir ses batailles et du coup faire en sorte de jouer sur les principaux impacts négatifs et essayer de les gommer petit à petit. Thibaut, est-ce que tu veux amener ta pierre à cet édifice un petit peu? Oui, avec plaisir. Déjà, pour rebondir sur ce que disait Hubert, nous, on a utilisé des ads Facebook et Instagram pour notre campagne de prévente. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on mettait 1 euro dans de la pub, on se disait, mais putain, c'est 1 euro qu'on aurait pu mettre dans l'association. Donc ça fait toujours mal d'investir de l'argent dans de la publicité Facebook. Mais d'un côté, on a aussi le truc de, OK, combien de clients ça va nous ramener et du coup, combien de mètres carrés ça va sauver. Attends, on m'entend mal, on me dit, Victor. Ok, de mon côté, c'est bon, c'est juste fais attention à ton micro, je pense que c'est ça qui peut être dit. Ok. Mais oui, du coup, en fait, c'est toujours le truc de quand on fait une action, quel impact ça va avoir derrière. Moi, j'ai de la chance d'être avec Loïc, qui lui est vegan, minimaliste, zéro déchet. Donc, il y a la totale. Donc, donc, sur tous les sujets, à chaque fois, c'est un sniper et il laisse rien passer. Et c'est ouf. Même quand on va au resto à deux, il va tout checker. Vraiment, c'est impressionnant. Et du coup, dans l'entreprise, dans la conception, c'est lui qui est garant que l'impact soit le plus positif et qu'il y ait le moins d'externalités négatives justement qui vont arriver, enfin qui vont être là. Donc non, là, notre gros combat, nous, c'est le plastique. Dans l'agroalimentaire, c'est assez difficile de s'en passer, que ce soit dans dans les chaînes de logistique, dans le conditionnement. Par exemple, là, notre gros combat du moment, c'est sur le packaging de Papa Outan. On avait fait une première prévente qui était en février, où on avait utilisé un packaging qui était compostable, donc fait à partir de matières bio. C'était de l'amidon de maïs, donc biosourcé. Et en fait, il n'y a pas du tout résisté au gras, ni se craquer. Enfin, c'était un enfer. On a dû repasser sur du plastique en attendant d'avoir des packaging beaucoup plus clean. Et là, le combat de Loïc depuis 6 mois, c'est d'appeler tous les acteurs qui sont en train de travailler sur des packaging justement qui ont une grosse résistance au gras, qui est naturelle dans la noisette, de les réunir, de faire des tests, d'être en premier dans les panels de tests et dans toutes ces entreprises-là. Donc ouais, en fait, on essaye à chaque fois de corriger tous les défauts qu'on va pouvoir avoir. Par exemple, dès le début, on s'est dit, on ne va pas faire une pâte à tartiner classique, on va la faire sous forme de poudre, d'une préparation, pour qu'à terme, on puisse le distribuer en vrac, donc qu'il n'y ait plus du tout de packaging dans
dans les 3, 4, 5 ans. Donc, mais c'est aussi là, je pense que la démarche, c'est que dès le début, on essaye de réfléchir, de ne pas foncer directement et de se dire, OK, on va faire comme ça parce que tout le monde fait comme ça, mais de se dire, OK, pourquoi les gens font comme ça? Quel impact ça a? Est-ce qu'on ne peut pas faire différemment? Et que justement, ça peut être plus dur, plus long, mais au final, l'impact derrière, il sera pas négatif. Donc, mais franchement, Loïc pourrait en parler pendant des heures parce que lui, il se prend la tête sur tout ça et c'est incroyable. Ce sera pour une prochaine conférence. Merci beaucoup. Ma prochaine question, c'est par rapport à l'intelligence collective. Donc, elle est souvent clé pour voir naître un projet. De qui vous êtes-vous entouré pour votre aventure entrepreneuriale et de quelles ressources avez-vous eu besoin pour vous lancer, que ce soit des assos, des écoles, un incubateur, des proches? Antoine, est-ce que tu veux commencer? Oui. Alors, l'entreprise, elle a été fondée pas par moi, mais par un gars qui a commencé par s'entourer par en fait, des amis qui étaient ses fournisseurs. Et en fait, ils ont autofinancé la première version de la solution. Et en fait, on reste avec un capital qui aujourd'hui est un capital qui est un capital qui est un capital dont on n'a pas, excusez-moi, il n'y a pas eu de dilution. Voilà. Donc après, c'était des financements plutôt bancaires. En termes d'intelligence collective, après, ils ont eu la bonne idée de m'appeler. Et c'est vrai qu'on va dire que les fondateurs étaient plutôt d'une culture, on va dire un peu, on va dire classique en tout cas de l'entrepreneuriat, et avec cette force-là du réseau, de l'expérience, etc. Et moi d'une génération un peu plus, on va dire, à aller en tout cas vraiment regarder autour de nous, à recruter des gens qui étaient mobilisés et à aller chercher du conseil et auprès à la fois des clients, des premiers clients, des fournisseurs, d'intégrer aussi même l'opérateur de terrain dans les réflexions sur l'innovation. Et ça, je pense que ça a plutôt bien fonctionné avec parfois certaines limites où parfois, malheureusement, il faut pouvoir trancher assez rapidement et prendre des décisions. Et donc, c'est un vrai travail d'équilibriste, surtout en plus dans un secteur économique, on va dire, du monde du bâtiment qui est quand même, qui reste encore assez conservateur. Donc, moi, je ressens en tout cas aujourd'hui dans cette aventure entrepreneuriale un vrai problème. Hein. Enfin, je ne sais pas si c'est lié à l'intelligence collective, mais en fait, parfois, on a affaire à des prospects qui sont complètement irrespectueux par rapport à certaines de nos valeurs, clairement. Et en même temps, c'est des prospects. Alors, comment on fait? Et donc, parfois, on est obligé de faire un peu l'impasse sur certaines... je pense à des trucs un peu basiques, mais on a certains clients qui ne veulent pas parler à des femmes. On fait comment? Tu vas te faire voir, je ne veux pas causer avec toi. Où on essaie au contraire de discuter, de démontrer que en fait, c'est n'importe quoi et qu'il peut très bien avoir des réponses qui sont tout à fait viables et qu'il n'y a juste pas de sujet. Donc, tout ce qui est intersectionnalité chez nous, elle est importante pour démontrer que s'il cherche à résoudre son problème, il aura des réponses et d'où qu'elles viennent. Donc, pour moi, l'intelligence collective, elle vient surtout en fait de la diversité qu'on peut avoir des différents profils, et que plus une entreprise est diversifiée, et plus en fait la réponse sera intéressante. Voilà. D'accord, merci beaucoup. C'est vrai que cette question de diversité est hyper importante pour parler d'intelligence collective, puisque c'est en rencontrant des profils qui sont différents qu'en fait puis peuvent naître en fait plus de finalité en quelque sorte. Je ne sais pas trop comment tourner ma phrase, je suis en train de me perdre. Hubert, je te laisse la parole. Ouais, vas-y, je te sauve si tu veux. Enfin, je vais essayer. Moi, au démarrage, je me suis appuyé auprès de
de gens qui allaient m'aider techniquement à mettre au point mon projet. Donc, c'était des artisans cuir, des cordonniers, c'était très concret. Je n'ai pas été voir des incubateurs, je n'ai pas été voir des gens qui étaient autour de l'entrepreneuriat parce que j'avais peur de perdre le concret, en fait, avec ces gens-là. Et je voulais vite déjà valider un concept avant de valider vraiment une entreprise, entre guillemets, ou une marque. Donc, j'ai toqué à la porte de… Enfin, je connaissais personne qui avait fait qui s'était formé dans la cordonnerie ou artisan cuir ou quoi. Donc, j'ai été toqué à la porte de cordonnier. J'ai été voir une nana qui a une boutique de sacs en cuir et je me suis dit… made in local. Donc, je lui ai demandé où est-ce qu'elle faisait faire, où est-ce qu'elle s'était formée. Et puis, elle m'a mis en lien avec des gens. Et puis, au fur et à mesure, je me suis retrouvé avec un bon contact d'un artisan cuir un artisan qui prenait sa retraite et qui était heureux de se creuser la tête avec moi pour définir vraiment comment faire une ceinture avec un pneu. Parce que j'avais fait des premiers protos, mais que ce n'était pas forcément ça, que j'avais des galères sur pas mal de techniques, genre la découpe, le montage avec des rivets sur du pneu et compagnie. Et donc, on a réfléchi ensemble et puis j'ai appris en partie grâce à eux. Donc, c'était mes premiers partenaires d'intelligence collective. Ça a été techniquement, en fait, des gens qui m'ont aidé là-dessus. Après ça a été plutôt des gens qui avaient déjà créé une marque, qui avaient déjà créé une boutique en ligne. J'ai été rencontrer des gens comme ça qui avaient déjà fait, en fait, ce type de mise en place. Et puis, je me suis débrouillé pour rencontrer des journalistes aussi. Parce que ce n'est pas le tout d'avoir un concept, mais il faut que les gens soient au courant. Et comme je n'avais pas beaucoup de moyens pour faire connaître le truc, je me suis dit que ça allait peut-être intéresser quelques journalistes et qu'ils allaient pouvoir en parler gratuitement. Et j'ai eu de la chance parce qu'il y en a une qui m'a dit mais il faut carrément faire un sujet là-dessus pour la presse locale qui s'appelle La Voix du Nord. Et rien que ça a enchaîné sur d'autres passages médias, sur des clients qui venaient toquer à la porte de ma colocation et qui venaient m'acheter des ceintures à même l'atelier qui était dans la cave. Il y a des vidéos sur YouTube qui traînent des premières productions où je fabriquais moi-même. Je n'avais pas encore transmis en fait, dans un atelier de confection. Et donc, ça a démarré grâce à ça. Donc, d'abord techniquement, après l'expérience de gens qui avaient déjà monté ça pour apprendre à définir un peu une marque et puis assez vite communiquer donc, via des journalistes. D'accord, merci beaucoup. Et enfin, du coup, Thibaut, est-ce que tu veux continuer? Ouais. Nous, dès le début, comme on est parti d'une pétition, on avait un peu 1500 personnes qui étaient derrière nous et on s'est dit, bon, on va quand même leur demander un peu comment ils feraient eux. Donc, en fait, on posait régulièrement des questions sur le développement du projet. On a très vite fait une première prévente en fait, au bout de 2 mois qui nous a permis d'avoir 50 premiers clients qui étaient très proches de nous. Donc, en fait, eux, à chaque fois, c'était aussi ces 50 personnes-là, Loïc qui les a appelés tous une par une à la fin de cette prévente pour vraiment leur poser des questions sur ce qu'on pourrait améliorer, ce qu'on pourrait faire différemment, ce qui leur a plu dans le produit, ce qu'ils n'ont pas aimé. Mais sinon, pour revenir sur ce qu'il disait Hubert aussi, c'est beaucoup de rencontres avec des gens qui, en fait, en bougeant, en rencontrant des gens dans le concret, ça permet en fait d'avoir des gens qui donnent des conseils et qui permettent d'avancer beaucoup plus vite que juste je sais pas, en allant voir prendre des incubateurs. Je sais que je suis assez allergique aux incubateurs, aux programmes, à toutes ces choses-là. On a essayé au début de s'intégrer. Au final, je sais pas, on n'arrivait pas. C'était un truc, ça collait pas du tout. Et les gens qui nous ont fait le plus avancer, c'est des gens qui ont un vrai savoir-faire. Par exemple, à la base, j'ai fait la recette de Papa Outan, mais pour la passer à une plus grande échelle, on a rencontré un chef chocolatier qui maintenant produit Papa Outan. Et lui nous a tout de suite pris sous son aile, nous a dit « Ok les gars, moi ça fait 25 ans que je produis des pâtes à tartiner sans huile de palme. J'ai pas envie, j'ai envie de vous aider à faire ça, à développer le projet. » Et il a développé la recette avec nous, il nous a apporté beaucoup plus de concret. Et après, il y a aussi les gens de notre communauté, il y a des avocats, des gens qui travaillent dans je sais pas, l'INPI, le centre de dépôt des marques,
qui nous ont aidés. Donc, c'est vrai qu'on croit beaucoup à l'intelligence collective parce que, en tout cas, avec Loïc, CNC Family, l'entreprise, enfin, elle ne nous appartient pas. Sans les gens qui nous soutiennent, pour nous, elle n'existerait pas. Enfin, c'est carrément le cas. Donc, ouais, on met beaucoup de décisions aux mains de notre communauté. Et le fait de respecter les gens et de les impliquer dans des décisions importantes, ils nous le rendent fois 1000. Et c'est... De toute façon, c'est agréable parce que toutes les victoires, après, elles sont meilleures, quoi. Quand tu as 300 personnes derrière, c'est mieux que d'être juste deux pauvres gars qui ont fait quelque chose. Donc, non, sinon, concrètement, on a des parrains, on a Guillaume qui Mohamed dans la confection de toutes les vidéos. Mais c'est vrai que bien s'entourer, c'est important parce que quand on lance un projet comme ça, on peut très vite s'enfoncer dans notre propre cerveau et manquer de recul, être la tête dans le guidon. Et c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous sort de ça et qui nous fait prendre du recul. Et que ça peut être n'importe qui, en fait. Hein. Ça peut être ouais, un partenaire comme ton filleul ou ton cousin de 8 ans qui te parle. Donc voilà. Voilà un peu. Très bien. Pour rebondir sur ce que tu étais en train de dire, Thibaut, la communauté, comment est-ce que vous échangez avec elle? Comment est-ce que vous l'impliquez justement? Parce que tu parles de 1500 personnes. J'imagine que des Zooms à 1500, ça peut être compliqué. Donc justement, comment est-ce que vous faites pour interagir avec celle-ci et en apprendre de cette communauté? En fait, on a plusieurs cercles de communauté. On va avoir une newsletter qui est beaucoup plus large. Maintenant, on est plus de 4500, donc les gens ne répondent pas tous. C'est très large. Donc ça, c'est des échanges ponctuels avec très peu de gens au final. Hein. Enfin, il y a peut-être une centaine de personnes qui ont déjà répondu au mail. Mais le cœur vraiment de nous, ce qu'on appelle la communauté, on l'a réuni sur un groupe WhatsApp qu'on appelle la famille. Et on est une centaine dessus maintenant, 105. Et là, c'est des échanges réguliers. En fait, dès qu'on a une news, on va leur dire. Dès qu'on a un problème, on va leur dire. C'est ouf parce que, par exemple, encore hier, il y a Martine, je pense, ou Cathy, enfin, je sais plus, j'ai plus le prénom, mais quelqu'un qui est depuis le début dans la commu, qui nous a dit « Ah, mais hier, j'étais acheté une baguette chez mon boulanger, et, je lui ai parlé de Papa Outan, et en fait, ma boulangère, elle a 5 boulangeries, et elle serait peut-être intéressée pour vous distribuer. » Et c'est ouf, et c'est juste parce qu'elle est là depuis le début, on lui parle, et on est proche, quoi. Enfin, on est proche des gens. Mais après, ça, je sais pas, maintenant, ça me paraît évident quand on monte une boîte, c'est les gens qui font la boîte, c'est les gens qui achètent ton produit qui font ton produit, c'est pas ton produit. Le produit sert à rien sans eux, donc non, un Zoom à 1500, c'est pas possible. Mais en fait, c'est des trucs très personnels. Tu appelles les gens, tu leur envoies des messages, tu parles avec, tu prends des nouvelles, t'entretiens, c'est des relations. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux, quoi. Il y a plusieurs cercles d'intimité, quoi. Très bien, c'est noté. Aussi, chose qui m'attriste, c'est que j'ai appris que c'était plus la recette de ta mère, mais que c'est la recette du chef, du coup, chocolatier. Donc, donc voilà. Ouais, Donc nous arrivons, il a amélioré, quoi. Il a amélioré, il est parti du rendu tout. vraiment parfaite. Bon, j'en doute pas une seconde. Donc nous arrivons au terme de la première partie de cet entretien. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous par la suite? Donc, quelles sont vos actualités? Là, vous avez la chance de vous adresser à notamment pas mal d'étudiants. Est-ce que vous avez besoin d'étudiants pour vous rejoindre ou quoi que ce soit? Donc, n'hésitez pas à nous en faire part. Et en plus de cela, aussi pour clôturer un petit peu ce premier tour de table que l'on va ouvrir par la suite à notre petite communauté. Donc là, on a encore une cinquantaine. Donc, est-ce que vous pourriez donner un conseil, une chose principale à retirer de vous, votre expérience entrepreneuriale, à nous communiquer, nous, jeunes et ou citoyens, qui avons envie de se lancer dans ce genre de projet à impact, ou du moins de faire toujours attention à cet impact social et environnemental. Là, par exemple, je peux demander à Thibaut, là, tu avais la parole si tu veux continuer, et puis ensuite, on continuera le tour de table. En règle générale, pour se lancer, moi, je sais qu'avant, quand j'ai eu l'idée, il y a eu peut-être, je sais pas, 6 mois avant que je me dise je vais y aller, et je faisais des plans à rallonge sur ok, je vais le faire là, je vais lancer tel jour. Et j'ai un cercle d'amis proches que j'ai rencontrés quand j'étais encore en start-up, qui sont devenus de très bons amis. Et un d'entre eux, qui a déjà monté une boîte, qui l'a revendue, enfin, il est plus vieux, m'avait pris un jour à partie, quand on était ensemble, pour me dire « Mais mec, lance-toi, arrête de vouloir faire en 3 mois, fais-le dans 1 mois. »
Et il m'avait mis un coup de pression en me disant que le plus tôt était le mieux et que dans tous les cas, tout le temps à attendre et à faire des plans, c'était du temps perdu parce que la vérité, c'est que quand on se lance, c'est quand on se lance en fait qu'il se passe des choses. Et j'ai bien fait parce que c'est quand je me suis lancé que j'ai rencontré Loïc, qui maintenant c'est mon binôme. Sans lui, je ferais rien et lui, sans moi, il ferait rien. On est vraiment ultra complémentaires. Et, je l'aurais pas fait si en gardant mes peurs de me lancer. Donc, ouais, le deuxième point, c'est de s'entourer, hein. Enfin, sans Loïc, vraiment, j'aurais rien fait, je pense. Et lui, pareil. Donc, il faut trouver une bonne personne. C'est pas obligé, mais, c'est mieux, je pense. En fait, ouais, les victoires, elles sont quand même mieux quand il y a des gens autour. Donc, ça doit être pareil pour Uber, pour Antoine. Mais ouais, non, sinon, pour se lancer dans l'entreprise à impact, euh, une idée, c'est bien, mais ça vaut rien. Ce qui compte, c'est l'exécution et c'est ce qui se passe dans la vraie vie concrètement. Donc, faut juste y aller. Clairement, c'est noté. Des nouvelles à nous transmettre sur l'actualité de Papa Outan ou de Sensei Family? Ouais, Papa Outan, on va faire une prévente dans une semaine pour être très commercial pour Noël, qui permettra de sauver, si on vend tout, 4000 m² de forêt, donc un petit coffret de Noël. Et sinon, si je prends plus de hauteur par rapport à Sensei Family, on va commencer la co-création du deuxième produit aux alentours de janvier. On va sûrement accentuer encore plus ce côté communautaire et de retour sur les gens. On veut vraiment que ça soit un produit co-créé de A à Z, beaucoup plus que Papa Outan l'a été. Donc ouais, s'il y a des gens qui sont chauds pour tenter l'expérience d'une co-création plus approfondie à partir de janvier, on va sûrement avoir besoin de plein d'idées, de plein de gens de tout horizon. Donc voilà, ça va être cool. Très clairement, c'est noté. Donc, on communiquera ça en temps voulu. N'hésite pas à rester en contact avec nous pour qu'on le relaie sur la communauté aussi. Antoine, du coup, des actualités sur Coolroof et sur BOPS et un petit conseil à nous donner, nous jeunes qui avons soif de ton expérience. Ah là là, j'ai l'impression d'être vieux. Non, pas. Non. Bon, les news de Coolroof, déjà. Bon, là, on a beaucoup de demandes sur des solutions translucides. Donc, en gros, le sujet, c'est que la pénétration de chaleur dans les bâtiments, ça se passe surtout par les parois vitrées quand même. Donc nous, aujourd'hui, on a une solution opaque. Donc là, on travaille à des solutions qui soit sont pas permanentes. Donc là, on travaille avec de la caséine, de la poudre de coquille d'œuf, etc. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir venir mettre pour l'été et qui après sera lavé par la pluie et de manière biodégradable. Et des solutions plus permanentes, voilà, en coupe glace. Et sur l'international aussi, et là-dessus, grâce notamment à votre belle conférence, j'ai déjà commencé à échanger avec quelqu'un qui m'a chatté en side sur un salon africain, etc. Donc moi, je suis preneur de toute proposition pour utiliser votre énergie pour faire connaître finalement cette solution qui est assez simple et où finalement des bâtiments, il y en a partout. Donc vous avez sûrement dans votre réseau des gens qui ont des bâtiments et qui ont des problématiques de surchauffe. Et donc ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous sur un moyen de s'entendre. Et pour animer la communauté, parce que j'ai pas pu parler sur la communauté, mais c'est vrai que nous, on n'a pas été... on n'a pas démarré par une pétition. Même si je crois vraiment à la valeur de la communauté. Par exemple, il y a eu un budget participatif de la ville de Grenoble qui a été proposé. C'était un étudiant qui a apporté un projet de Coolroof et on l'avait accompagné pour qu'ils mettent ça à point. Donc, dans vos villes respectives, puisque je présume que vous n'êtes pas tous lillois, il y a sûrement des budgets participatifs auxquels on pourrait porter un projet de ce type. Voilà. Et puis en termes de conseils, moi j'y ai repensé à un truc finalement quand j'étais enfant. Alors moi j'ai fait aussi une école de commerce, puis un master à la fac. Et je fais mon stage de fin d'études dans une boîte qui est sympa, qui s'appelle Ashoka, ashoka.org, et qui est un réseau d'entrepreneurs sociaux mondiaux qui a une approche très intéressante sur l'entrepreneuriat social. Bref, et je me souvenais du gars, de Arnaud là, qui dirigeait à l'époque Ashoka France et qui m'avait un peu dit de ne pas m'oublier. C'est-à-dire que moi j'avais une tendance un peu à foncer tête baissée sur l'impact social, à être très militant au risque de m'oublier.
Et je pense que ça peut être vecteur de beaucoup d'énergie, mais aussi parfois finalement de se rendre compte qu'il faut qu'on ait des bases solides et qu'il ne faut pas non plus trop s'oublier, notamment sa propre santé, si on veut tenir dans la durée. C'est pas simple. C'est pas très simple parce que on a envie de foncer un peu de tête baissée, d'y aller et de pas dormir, mais à la fin, des fois, il faut aussi savoir faire des pauses, tout simplement. Voilà, penser à ça. Et surtout, par contre, un autre enseignement qui m'est venu tout de suite, c'est la question de ce qu'on appelle les sunk costs. C'est-à-dire que si vous avez commencé à faire un truc et que vous voyez que c'est pas la bonne direction, faut pas s'entêter. Faut oublier. Même si vous avez passé des nuits et des nuits entières à partir sur une idée et que vous voyez que ça ne marche pas, et ben, tentez autre chose. Faut pas forcément se dire j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Faut analyser et l'échec doit être vecteur de nouvelles idées, mais faut pas s'enfoncer dans une solution si on voit que vraiment ça marche pas, quoi. Voilà. Très bien. Merci beaucoup encore une fois, Antoine. Et Hubert, tu as la chance de terminer ce tour de table. Yes, bah, c'était trop bien. Merci Thibaut et Antoine, super inspirant. Moi, il y a une phrase qui me parle bien. C'est le gars qui a créé LinkedIn, je pense, qui disait lancez votre projet, votre produit ou votre service avant d'en avoir honte. Et je trouve que ça veut dire enfin, agissez au plus vite, quoi. On a trop tendance à être perfectionniste, à se dire ouais, mais attends, mon projet, je suis pas vraiment légitime, il n'est pas encore prêt, je dois encore améliorer ça, ça, ça. Et en fait, Thibaut t'en parlait un peu, quand on se lance, on provoque beaucoup de chances qu'on n'aurait jamais soupçonné, qu'on n'aurait jamais imaginé. Et moi, au démarrage, bah, ma ceinture, elle n'était pas très belle, mais bon, c'est tout, je l'ai mise en vente. Et il y a un gars qui l'a acheté et qui m'a aidé à l'améliorer. Il y en a un troisième qui m'a dit, mais moi, mon cousin, il va faire un article sur toi. Ah bon, super, merci. Et il y en a un autre qui m'a dit, mais moi, je connais un gars qui a des vieux outils qui va pouvoir t'enfiler. Et au final, mais c'est incroyable tout ce qui m'est arrivé au démarrage, alors que si j'avais été perfectionniste et si j'étais resté dans mon coin à essayer d'améliorer mon produit, ben, j'aurais jamais provoqué tout ça, quoi. Un autre, donc ouais, se lancer vite, ça j'y crois à fond pour apprendre, provoquer des chances et avancer et faire un premier pas, puis un deuxième, puis un troisième. Un deuxième conseil, c'est de rester fidèle avec ce pourquoi vous voulez entreprendre, pour pas dévier de ça et pour garder l'énergie. Parce que c'est clair, Antoine en a parlé un peu, entreprendre, c'est parfois très dur et entreprendre, parfois, c'est des énormes joies. Et c'est toujours un peu l'ascension émotionnelle, l'ascenseur, on appelle ça, entre un jour et l'autre, quoi. Et donc, rester fidèle à ce pourquoi on veut vraiment le faire et ce qui nous anime au fond de nous, ça aide à garder le cap. Moi, j'avais vraiment envie de continuer mon métier, de créer des produits, de prouver qu'on peut partir d'un déchet, et qu'on peut le faire localement et qu'on peut le vendre et que ça marche. Et j'ai toujours enfin, ça, je me le suis écrit et j'ai cherché à rester fidèle à ça, quoi. Et donc voilà, y aller à fond. Plus on attend et plus on se lance jamais parce qu'on est bien dans notre petit confort et qu'on n'ose pas le faire. Et deuxièmement, rester fidèle à ce qu'on est et à ce pourquoi on veut le faire. Et puis après, là, c'est ouf, l'aventure est incroyable à vivre et c'est très, très enrichissant. D'accord, bah merci à vous trois pour ces trois petites bouteilles à la mer, comme Mathieu aime bien les appeler. Bouteilles à la mer, ça vient de Thinkerview. Donc, pour résumer, vos conseils, ça serait foncer, se lancer, pas attendre d'avoir un projet qui soit parfait pour essayer de se lancer, pour essayer de provoquer les rencontres. Et puis aussi ne pas s'oublier, comme tu disais Antoine, penser aussi à soi dans le lancement d'un projet. C'est super important. Merci, c'est super inspirant toutes vos paroles, tout ce que vous avez pu dire pendant cette première partie de conférence. Maintenant, on va passer à la seconde partie. C'est un temps d'échange où là, tous les participants vont pouvoir poser leurs questions directement à l'un de vous trois ou aux trois en même temps.
Donc, je vous invite, les participants, du coup, à allumer votre caméra et puis à ouvrir vos micros si vous voulez poser vos questions. Sinon, Célia se fera un plaisir de les poser à votre place. Merci beaucoup. Je commence. Oui, vas-y. Moi, j'avais une question pour Hubert. Je voulais savoir si les ateliers avec lesquels tu bosses, ils étaient soumis à des restrictions encore plus restrictives en période de Covid parce qu'ils employaient des personnes handicapées ou pas du tout? Ouais, si, ils le sont. Donc, il y a certains travailleurs qui sont jugés plus à risque que d'autres et donc qui, malheureusement, c'était surtout sur le premier confinement, ne pouvaient pas venir. Là, c'est un peu plus nuancé et c'est en fonction de chacun, en fait. Nous, on a la chance sur la ligne de prod, les 4 gars qui sont avec nous sont pas trop à risque et peuvent continuer en tout cas. Ok, merci beaucoup. Pour continuer sur la question de la législation, Julie, tu avais une question concernant les aides de l'État. Est-ce que tu veux la poser de vive voix? Yes, bien sûr. Moi, je voulais savoir, est-ce que quand on fait de l'entrepreneuriat social, l'État va plus vous aider ou plus vous accompagner qu'une entreprise lambda, ou est-ce que vous êtes tous logés à la même ancienne? Pour notre cas, on a un statut classique. On est en train de voir pour avoir un agrément ESUS qui veut dire que c'est une entreprise sociale et solidaire. Il faut que l'entreprise ait au moins 1 an pour pouvoir demander cet agrément. Et en l'occurrence, nous, comme on n'est pas l'atelier qui emploie directement des personnes handicapées, c'est pas la Vie est Belle directement, c'est l'atelier. L'atelier, lui, a des aides. Il a 20% des salaires de personnes handicapées qui sont payés par l'État. Mais nous, en direct, pour l'instant, non, on n'a rien de particulier. Ce serait cool qu'il y ait moins de TVA pour des produits upcyclés, par exemple. Ça serait intelligent, je pense. Ouais, bien vu. Thibaut, je vois que tu viens d'enlever ton micro pour continuer. Non, nous, pareil, on n'a pas fait de demande d'aide, on ne s'est pas renseigné plus que ça. On reste assez indépendant sur ces sujets-là. Tant qu'on peut faire sans, donc on fait sans. On est une entreprise à mission dans les statuts légaux. Franchement, je ne pourrais pas vous dire si ça change quelque chose au niveau des aides. Et d'accord pour la TVA, hein, s'ils peuvent la baisser pour des produits qui ont plus d'impact, on ne dit pas non. Donc, maintenant, j'en ai aucune idée. Peut-être que Loïc aurait peut-être plus de réponses à ce sujet-là. Donc, si vous l'invitez pour une autre conférence, il pourra peut-être vous dire. Peut-être, moi je peux. Excuse-moi Thibaut, je t'ai peut-être coupé. Non, j'ai fini. T'inquiète. Moi j'ai un témoignage, c'est qu'en fait avant, donc Earth Roots, la voûte nubienne, on était ONG, donc on était une asso. On passait beaucoup de temps en fait à chercher des fonds. Et en fait, un des trucs qui m'ont surpris là quand je suis au Cool Roof, donc SAS avec un objet social ESS, en fait j'ai pas ressenti qu'on avait plus d'aide parce qu'on était ESS. Mais en fait, par contre, j'ai vu à quel point on aidait les entreprises par rapport et comment est-ce qu'on a pu, nous, vraiment lever des fonds et tout ce qu'on a fait notamment en Afrique, par exemple, on a fait sur des fonds d'aide à l'export, les aides de BPI, le financement même bancaire aujourd'hui. Et donc, du coup, j'aurais plutôt tendance à dire que le statut d'entreprise classique versus un statut plus associatif et coopératif, et étrangement, nous permettent d'avoir accès directement à plus de fonds et en tout cas de développer un modèle économique qui permet derrière, par contre, de financer éventuellement des ONG ou des assos. Mais dans notre cas, en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, on a, avec tout ce qui est crédit impôt aux jeunes entreprises innovantes, etc., il y a tellement d'aides pour les entreprises, c'est qu'on reste, en tout cas pour ce qui est des entreprises françaises de droit français, et quand même, je ressens plus d'aide pour les entreprises classiques que pour les entreprises peut-être à vocation sociale et solidaire, mais c'est mon sentiment. D'accord, merci. Merci pour vos réponses. On espère que vous arriverez quand même à avoir de l'aide ou qu'il y aura de nouvelles choses qui pourront aider, notamment les produits upcyclés ou qui ont un impact positif.
Pour rester sur la lancée de la question monétaire, Valentin avait une question. Valentin, veux-tu parler de vive voix? Sinon, Tout je à peux fait. poser ta question. Ouais, je veux bien la poser moi-même. Du coup, moi, ma question, c'était effectivement en termes financiers. Bah, tout d'abord, félicitations à vos 3 projets qui sont vraiment super et merci pour cette conférence qui était très intéressante. Moi, ma question, elle était financière dans le sens où, en général, quand on se lance, c'est jamais facile quand on crée une boîte déjà de subvenir à ses besoins financiers normaux. En plus, quand on lance une boîte dans l'entrepreneuriat social et solidaire, j'imagine que c'est pas forcément le premier but, la rentabilité, puisqu'il y a d'autres piliers aussi qui sont en ligne de mire. Est-ce que vous, à titre personnel, vous arrivez à en vivre? Du coup, Thibaut, j'imagine que pas encore, puisque le projet est tout récent, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ça, si ça vous dérange pas, évidemment, parce que je suis conscient, pardon, j'avais même pas ma caméra, je suis conscient que voilà, c'est pas forcément une question dont tout le monde aime parler ouvertement, mais voilà, j'aurais aimé que vous nous donniez un petit aperçu de ça. Ouais, du coup, je veux bien commencer. Non, mais c'est pas du tout un tabou, c'est un super sujet parce que c'est un des premiers freins à l'entrepreneuriat et au fait de se lancer. En l'occurrence, moi, quand j'ai démarré, j'avais 600 € de chômage parce que j'avais été apprenti. Donc, j'avais un niveau de vie assez simple. J'avais mis un peu d'argent de côté et donc, je vivais simplement avec l'envie. Enfin, ma carotte, mon objectif, c'était très vite de me lancer, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais surtout aussi pour vite essayer de mettre en place un schéma économiquement viable. C'est pour ça que je fabriquais moi-même, je faisais vraiment tout de A à Z. J'avais peu de frais et du coup, je pouvais démarrer assez vite. Moi, au bout de 6 mois, j'ai commencé à me payer 1 000 € par mois. La deuxième année, 1 500 et là, c'est la troisième année et je me paye 2 000. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, Antoine, est-ce que tu veux bien nous donner un petit aperçu de ça? Ça te dérange pas? Non, enfin, moi, ça ne me dérange pas. Après, donc, les fondateurs, quand ils ont créé la boutique, eux-mêmes, ils avaient de quoi survenir à leurs propres besoins et ils travaillaient par ailleurs. Donc, ils ne se sont pas rémunérés sur la bête directement. Après, l'idée, ça a été de travailler avec moi et du coup, ils m'ont payé pour ça. Ok. Donc, finalement, moi, je n'ai pas pris de risque considérable dans cette aventure entrepreneuriale. Par contre, c'est vrai que rapidement, vraiment l'accent a été mis sur effectivement le fait d'avoir un modèle économique et malgré toutes les envies d'impact social qu'on avait dans un premier temps, c'était de se dire déjà il faut qu'on puisse maintenir, et là maintenant on est 15 dans la boutique. Donc moi j'ai commencé, quand je suis arrivé, j'étais tout seul en 2017. Donc on a recruté et effectivement là on a un modèle économique qui nous permet de vivre. Voilà. Donc, mais je crois que qu'un des points clés, ça a été le prix de vente et le fait de pas, comment dire, de vraiment bien identifier les marges et notamment travailler avec la grande distribution. Donc, on a été vite, nous, avec des prospects qui nous disaient écoutez, c'est votre premier shoot, allez-y, faites-le gratos et puis on verra après. Et on a tenu bon là-dessus, on a tenu bon sur nos prix, sur la qualité de ce qu'on proposait. Et je crois que c'est pas forcément simple dans un premier temps, mais je pense que ça nous a été un peu bénéfique, voilà, dans ce sens-là. Donc bien penser à ces marges et pas faire des rabais parce qu'on trouvera toujours moins cher. Donc ça, faut faire gaffe avec ça, quoi. Ok. Et toi, Thibaut, si tu veux bien nous dire peut-être tes objectifs, en tout cas de rentabilité. Je suis désolé de ramener la question économique sur le tapis, c'est pas du tout le thème de la conférence, mais je pense que c'est quand même important quand on se lance dans l'entrepreneuriat quand même. Parce qu'il faut tout ce qu'on mange, il faut tout ce qu'on se loge. Donc, c'est pas du tout tabou. En plus, c'est une question, typiquement avec lui, quand on s'est rencontrés il y a 1 an, très vite, on a mis la question de l'argent sur la table. On s'est dit, OK, tu as combien sur ton compte? Toi, tu as combien sur ton compte? Et du coup, on s'est dit, OK, on peut tenir autant de temps sans se payer. Là, concrètement, on sait qu'on doit pouvoir dégager de l'argent dans 1 an, sinon
on finit sous un pont. Donc tous les mois, il y a de l'argent qui part, donc c'est pas grave, hein, c'est comme ça, on investit dans nous-mêmes en faisant ça, donc c'est pas très grave. Loïc était dans la finance avant, donc il y avait de l'argent de côté, il y avait beaucoup d'argent, enfin beaucoup, il y avait de quoi vivre 3 ans. Moi là, j'ai encore 1 an devant moi pour vivre. Après, quand je dis vivre, évidemment, on est ultra minimaliste dans nos dépenses, hein. On va pas dépenser, on va pas commencer à se mettre nos meilleures vacances et à se faire... enfin, on est très minimaliste dans nos dépenses. Et à côté de ça, moi, je suis freelance. Donc, je vais travailler, s'il y a des potes qui me ramènent des projets, je vais travailler dessus, sur de l'image de marque, de la stratégie. Donc, de quoi me faire aussi de l'argent. Et le but, ouais, c'est d'avoir de l'argent de côté ou pas d'ailleurs, hein. Il y en a qui se lancent sans rien, qui font une levée dès le début et qui se payent directement avec l'argent d'une levée. Mais non, là, nous, on se fixe 1 an pour se payer. Et c'est vrai qu'on ne va pas se payer beaucoup au début, mais juste pour dire de vivre. Et pour revenir à ce que tu disais, nous, l'argent, même si on a un impact, justement, on se dit qu'on doit en faire beaucoup. Tu vois, on a envie de faire vraiment beaucoup d'argent et que ça soit une très grosse boîte et qu'on brasse beaucoup. Et en fait, on s'en fout un peu de le dire parce que plus on va vendre de sachets typiquement de Papa Outan et plus on va sauver de forêt. Donc, le calcul est vite fait pour nous. On a envie de devenir gros et voilà. Donc, mais ouais, non, c'est vrai que l'argent, quand tu entreprends, c'est un gros sujet, hein. Ça peut vite tuer une boîte parce que tu n'as plus d'argent juste pour vivre. Et quand tu es 2 ou quand tu es plusieurs, il faut juste être ultra transparent sur les finances personnelles parce que ça peut vite foutre dans la merde si quelqu'un travaille moins que l'autre ou donne plus d'énergie, mais pour des raisons valables qui sont juste t'as pas d'argent. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Carrément. Bah, merci beaucoup à tous les 3. C'est super d'avoir donné un petit aperçu de ça. Merci Valentin pour ta question, parce que c'est vrai que ça peut vite être un frein à l'entrepreneuriat et qu'il faut pouvoir en parler librement. Donc merci à toi de l'avoir posé. Pour ne pas vous prendre non plus toute votre soirée et toute votre nuit, on va clôturer cette session de questions. Donc la plupart des questions ont été répondues durant toute la durée de la conférence. Donc on tient à vous remercier vraiment chaleureusement d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. C'est hyper inspirant en tant qu'étudiant. Et puis, ça nous donne aussi de l'espoir pour notre arrivée dans le monde professionnel. Voilà, un grand merci à tous. Un merci particulièrement aux 3 invités ce soir, donc Thibaut Manant, Hubert Motte et Antoine Relou. J'espère que pour les participants, vous avez tous autant trouvé cette conférence aussi inspirante et intéressante que je l'ai trouvée. Donc ce soir, on a eu 3 exemples de projets qui nous ont montré qu'il était possible de devenir entrepreneur à impact social ou environnemental. Ça montre bien qu'on peut tous passer à l'action à notre échelle, pourquoi pas en prenant part à un projet ou même en se lançant dans une aventure entrepreneuriale. Dans tous les cas, de nombreuses portes sont ouvertes à nous, les jeunes particulièrement. Donc voilà, on n'a plus qu'à passer à l'action. Petit clin d'œil à Act. Voilà. Je vous remercie à tous pour votre temps et pour cette conférence très inspirante. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très bonne soirée. Merci à à tous. toi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour l'invite. Merci beaucoup. À vous. Merci beaucoup.